Dans son roman La Peste, Albert Camus décrit l'atmosphère d'une ville plongée en pleine quarantaine suite à une épidémie. Débordée par des réactions extrêmes de la population, violence, pillage ou incendie, les autorités assimilent alors l'état de peste à l'état de siège. Leurs premières mesures concernent l'exécution des voleurs et l'instruction d'un couvre-feu. Dans une telle situation de crise, le pouvoir peut en effet décréter l'état de siège et prendre une série de mesures exceptionnelles qui restreignent les libertés afin de sauvegarder la paix sociale. Ce terme, d'état de siège, renvoie à une longue pratique de notre histoire, où des villes fortifiées résistaient parfois à des armées entières, qui tentaient par tous les moyens d'entrer dans la cité. Moyens militaires évidemment, mais qui peuvent prendre bien d'autres visages. Ruse, trahison ou empoisonnement marquent l'histoire des sièges. Observons à travers quelques exemples, quelles étaient les mesures et les moyens mis en œuvre pour faire tomber une place, ou au contraire, en empêcher sa capture. Par définition, un siège correspond à l'ensemble des opérations militaires menées autour d'une ville ou d'une place forte afin de s'en emparer. Objectif : entrer dans la place pour les assiégeants, repousser les assauts et aboutir à la levée du siège pour les assiégés. Le siège n'est que la résultante guerrière d'une nécessité ancestrale et vitale pour l'homme, la sécurité. Elle passe par des mesures de protection. Les hommes préhistoriques utilisaient des cavernes, des grottes ou des nids d'aigles inaccessibles dans cet objectif. La technique de l'éperon barré était privilégiée. On se servait de promontoires rocheux pour établir de véritables camps retranchés, en creusant juste une entrée doublée d'un fossé. Quelques vestiges d'enceintes de pierre sèche, pouvant atteindre 2 mètres de haut, sont encore visibles aujourd'hui. À partir de la structuration des sociétés en cités-États, la fortification se perfectionne et devient l'élément central du siège. Ce n'est plus des prédateurs naturels qu'il faut se protéger, mais de l'appétit destructeur de ses voisins. Les stocks de nourriture et de richesses s'accumulent désormais au même endroit et deviennent des cibles de choix. Uruk, l'une des premières grandes cités de notre histoire, se dote de murailles de briques sur plus de 9 km de long. Les murailles de Babylone sont également connues pour leur démesure. Les Égyptiens, quant à eux, construisent de grands quadrilatères aux murs épais, défendus par des archers, qu'ils placent à leurs frontières. À cette époque, les assiégeants ne disposent pas d'armes dédiées au siège. On peut noter que le siège le plus légendaire de l'Antiquité, celui de Troie, ne fait aucunement appel à des techniques particulières de siège. On se bat au pied des murailles, collectivement, ou en duel, et c'est finalement par la ruse que la cité cède. Seul un moyen d'action indirect peut faire tomber la ville. C'est une conception statique du siège, avec peu d'attaques visant les édifices. La fortification a alors une forte dimension politique. Les murs d'enceinte sont, selon Thucydide, le signe extérieur de richesse d'une cité et le reflet de sa puissance. Son rôle est de décourager toute idée d'attaque par la splendeur monumentale des murs. Par exemple, durant la guerre du Péloponnèse, opposant les deux grandes cités de Sparte et d'Athènes, de nombreux sièges vont invariablement se terminer par la destruction des murailles des places conquises, effondrement militaire, mais aussi symbolique de la puissance de la cité. C'est après la guerre du Péloponnèse que le premier traité portant sur l'art du siège est rédigé. Il s'agit de la Poliorcétique d'Énée le Tacticien. Le terme de poliorcétique est resté et correspond encore aujourd'hui à l'art d'assiéger une ville. Ce texte est une série de conseils plutôt destinés aux défenseurs au niveau militaire et surtout politique. La capacité de résistance d'une ville assiégée dépend donc de nombreux facteurs, humains, diplomatiques ou militaires, mais le premier, qui conditionne tout le reste, est la capacité défensive. Le meilleur moyen de rendre une place imprenable réside en premier lieu dans son emplacement géographique. Mer et océan, cours d'eau et montagnes constituent des moyens de protection naturelle efficaces, empêchant des attaques directes et offrant aux assiégés des possibilités de ravitaillement plus grandes. En 1779, à Gibraltar, les Britanniques assiégés par une coalition franco-espagnole résistent près de 4 ans aux assauts, soutenus par une route de ravitaillement défendue par la Royal Navy, mais surtout bien protégés par le rocher de Gibraltar, pentu et rocailleux, que les attaquants ont tenté de creuser d'ailleurs. L'emplacement de Constantinople, entouré par la Corne d'Or et le Bosphore, permettra régulièrement à la capitale de l'Empire romain d'Orient de résister aux nombreux sièges de son histoire. Parfois, les assiégeants tentent de se débarrasser de ces obstacles.
le Perse Cyrus II, bloqué devant Babylone, détourne le cours de l'Euphrate sans succès. En pleine guerre de 100 ans, lors du siège de Montargis, les Anglais barrent une rivière inondant des plaines devant la ville, leur facilitant l'encerclement de la cité. Le climat et la météo peuvent également jouer un rôle dans la guerre de siège. Philippe II de Macédoine attaque la cité d'Olynte au moment où les vents empêchent tout secours maritime. L'humide brume qui s'abat durant la campagne gauloise de Jules César détend les cordes en cuir de ses instruments de siège et les rend inopérants. Le système de fortification s'adapte ensuite aux armes d'attaque. Sans lister et cataloguer tous les engins de siège qui ont existé, 4 grandes phases décisives peuvent être repérées, intimement liées au rapport entretenu entre moyens d'attaque et capacité de défense. De l'Antiquité à la chute de Rome, les armes de siège se standardisent et se perfectionnent. Tout d'abord les armes d'approche. La plus évidente, l'échelle d'assaut, impose des murs très hauts et surveillés. On construit un chemin de ronde, permettant la circulation des sentinelles, grâce à des courtines reliant 2 tours. On y adjoint des parapets, avec des créneaux pour se protéger et tirer. Ensuite, la tour de siège et ses versions améliorées, et les pôles durant l'Antiquité, beffrois au Moyen-Âge, qui deviennent démesurés, jusqu'à 40 mètres de haut. Elles sont recouvertes de peaux de bêtes humides pour éviter d'être embrasées, moyen de protection malin et efficace. Les mantelets permettent également de se protéger pour approcher les murailles, mais le plus destructeur reste le bélier. Attesté dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ chez les Assyriens, ce lourd tronc d'arbre, qui par effet de balancier ébranle portes et murailles, impose une plus grande résistance des défenses. On passe de briques en pierre séchées à des mélanges plus complexes de mortier et de bitume, puis à la pierre. Afin de piéger ces machines, les assiégés creusent des fossés, où inondent les terrains. Lors du siège de Rhodes, les élépoles gigantesques de plus de 40 mètres de haut s'embourberont dans des terrains inondés volontairement par les assiégés. Il existe une grande variété d'armes de jet. On doit beaucoup à Denis l'Ancien, tyran de Syracuse, qui dans sa lutte constante contre les Carthaginois, encouragea l'innovation. Catapultes, balistes ou onagres, apparus à la fin de l'Empire romain, utilisent un système de ressorts à torsion pour envoyer des traits et des boulets. Mais la désignation de ces machines ne cesse d'évoluer, créant une grande confusion, le mot catapulte englobant avec le temps toutes les armes de jet. Très utilisée lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, la baliste deviendra l'arme de siège chérie des Romains, même déclinée en version transportable, le Scorpion. La Pax Romana rend obsolètes les fortifications, qui se déplacent vers les frontières, les limes. Après les invasions barbares, la guerre de siège entre dans une nouvelle phase, et s'adapte aux nouvelles configurations territoriales et politiques. Les incursions vikings accélèrent un mouvement qui voit le pouvoir se déplacer vers les seigneurs, alors chargés d'assurer la protection des territoires. L'enceinte castrale, au départ en bois, située sur des terrains surélevés, la motte castrale, sert de modèle au château fort, place forte en pierre des seigneurs, théoriquement imprenables, dans lesquelles les populations se réfugient en cas d'attaque. Tout est pensé pour la défense. Structure peu étendue pour avoir moins de surface à défendre, donjon bâti sur des bases ovales ou rondes, résistant mieux aux impacts et limitant les angles morts, douves remplies d'eau, meurtrière ou pont-levis apparu au XIVe siècle. Le our, échafaudage de bois permettant de tirer à la verticale, est désormais en pierre, le machicoulis. Au Moyen-Âge, le système reposant sur des ressorts à torsion est remplacé par un système de machines à contrepoids qui ne subissent pas les aléas climatiques. Il y en a beaucoup, mais mangonneaux et trébuchets sont les plus utilisés, avec un regain suite aux croisades, grâce aux connaissances transmises en arithmétique et géométrie, permettant un meilleur réglage de ces engins. Mais le son du canon, craché par ce que l'on nomme alors des bouches à feu, résonne pour la première fois en 1324, et va changer la donne. Il faudra 2 siècles pour que la poudre s'impose. Les pierres des châteaux ne résistent plus aux boulets métalliques, très utilisés par François Ier durant les guerres d'Italie. Il faut repenser les défenses, avec comme idée principale la portée de l'artillerie. Il ne faut pas que les boulets de canon atteignent l'enceinte principale. Au nord de la péninsule italienne naissent les premières fortifications bastionnées. Le périmètre défensif des places est élargi, par une forme en étoile, qui sert également à dévier la force des boulets à l'impact. La hauteur des murs est baissée pour être moins exposée. Le bastion remplace les tours et permet également de positionner l'artillerie des défenseurs. Des redoutes avancées sont édifiées, et des glacis, pentes douces et dégagées, empêchent les assaillants de se protéger. Le maître dans le domaine de la fortification bastionnée est bien sûr Vauban, qui sous Louis XIV met en place un réseau de fortifications aux frontières, connu sous le nom de ceinture de fer. Son œuvre est monumentale,
mais nous pouvons prendre l'exemple des fortifications de Neubrisac, en Alsace, considérées comme son chef-d'œuvre. Une étoile à 16 pointes, avec 7 lignes de défense successives. Un effet oublié concerne la ville elle-même, qui est enserrée dans la structure, favorisant insalubrité et incendie. Mais le rôle de Vauban est également crucial dans la tactique d'attaque, connue sous le nom de siège à la Vauban. Il prône une organisation stricte pour les assaillants. Le procédé romain des lignes de circonvallation, tournées vers la ville, empêchant les ravitaillements, et de contrevallation, tournées vers l'extérieur, protégeant les attaques des renforts, est utilisé. Un système de tranchées en zigzag, afin de se rapprocher des fortifications tout en étant à l'abri du feu adverse, est théorisé et mis en pratique. Vauban détaille également l'autre grande opération pour pénétrer dans la ville, la sape, qui consiste à détruire les fortifications à leur base. Un précepte romain dit qu'une guerre se gagne plus avec une pioche qu'avec une épée. Sapeurs et mineurs creusent tunnels et galeries, les menant sous les murailles, puis enflamment une grande quantité de matériaux pour créer une brèche, permettant l'assaut. Mais les défenseurs surveillent étroitement les bruits venant du sol, creusant des contre-sapes, dans l'objectif d'asphyxier les sapeurs ou d'abattre leurs galeries. Les assiégeants essayent souvent de dissimuler les travaux de sape. En 1529, lors du siège de Vienne par les Ottomans, les canons bombarderont constamment la ville dans l'objectif de couvrir le bruit des sapeurs creusant. À partir du 19e siècle, les explosions deviennent destructrices. En 1864, lors du siège de Pétersbourg par l'armée nordiste du général Grant, plus de 50 km de galeries sont creusées et 4 tonnes d'explosifs créent un cratère de 52 mètres de long. Mais mal coordonnées, les troupes de Grant échouent à prendre la place durant cet assaut. Cette guerre des mines trouve son apogée durant la guerre de 14, avec comme point d'orgue la bataille de Messine, où 450 tonnes d'explosifs disséminés dans 21 galeries tuent 10 000 Allemands en un instant. Les fortifications ne résistent plus au progrès de l'artillerie. Les nombreux sièges de 1870 font évoluer les défenses, désormais loin des centres urbains. Fort Biller en Allemagne ou système serré de rivières en France, qui subira de plein fouet la Grande Guerre, avant d'être remplacé par la ligne Maginot, avec le succès que l'on connaît. L'évolution des armes de guerre et l'apparition de l'aviation condamnent au XXe siècle ce type de protection. La polyurcétique a connu son âge d'or entre le XVIIe et le XIXe siècle, avec de nombreux traités militaires sur les fortifications et les armes de siège, et il est impossible ici de tout résumer. Mais il est intéressant de noter que les 4 grandes périodes du siège militaire correspondent sensiblement au découpage de l'histoire. Murailles monumentales et armes à torsion durant l'Antiquité, châteaux et contrepoids au Moyen-Âge, bastions et poudres à canon durant l'époque moderne, puis système de défense frontalier, peu à peu abandonné pour la période contemporaine. Mais la dimension purement militaire, technique, ne doit pas faire oublier un autre aspect essentiel du siège, la créativité dont peuvent faire preuve les hommes pour prendre une place, sans en percer les murs. Lorsqu'une armée décide de prendre une place, plusieurs options s'offrent. Afin d'éviter la mise en place d'un siège long et coûteux en hommes, on peut jouer sur la surprise. Louis XIV, en pleine guerre de Hollande, fait semblant de se diriger vers Namur, puis attaque la ville de Gand, à la stupéfaction générale, qui tombe sans résistance. La surprise peut également être une ruse. En 1341, en pleine guerre d'indépendance de l'Écosse, l'Écossais William Douglas se fait passer pour un marchand avec quelques hommes, et pénètre dans le château d'Édimbourg, tenu par les Anglais. La ruse est un procédé que l'on retrouve à tous les moments d'un siège. Elle peut être une duperie, par un gonflement artificiel du nombre de soldats pour impressionner l'adversaire, tactique souvent utilisée par les Mongols, qui allumaient de nombreux feux la nuit pour donner l'illusion de forces bien supérieures à la réalité. Dans la même idée, en 1806, le général de l'Empire Lassalle construit des canons en bois pour faire croire qu'il dispose d'une artillerie puissante. Les Prussiens, pourtant 10 fois supérieurs, acceptent la reddition. La manipulation s'intègre dans la ruse. En 859, lors du siège de Luna, le chef viking Hasting se convertit au christianisme auprès des assiégés, puis se fait passer pour mort, léguant ses biens à l'église. Les prêtres dans la ville croient à un miracle et acceptent de célébrer une messe. Les soldats vikings entrent dans la cité, dissimulant leurs armes sous leur cape. Pendant l'oraison, Hasting se redresse de son cercueil et coupe la tête au prêtre avec une épée qu'il avait cachée. Les vikings sortent leurs armes et massacrent ensuite la population. Trompé sur ses forces se retrouve aussi chez les défenseurs. Par exemple, les Romains assiégés par Brennus en -390 jettent des miettes de pain aux Gaulois depuis le haut du Capitole, pour faire croire qu'ils disposent encore de réserves. La ruse intègre également la diversion, opération militaire classique. Les trêves non respectées sont également légion.
Mais dans l'écrasante majorité des cas, les assiégeants attendent la reddition de la place en bloquant l'approvisionnement. Chez les assiégés, il faut s'organiser, évaluer les hommes et le matériel disponible, consigner les stocks de nourriture et d'eau, afin de tenir le plus longtemps possible. En règle générale, une ville dispose de 3 mois de vivres. Des cas d'expulsion des plus faibles, ceux que l'on nomme les bouches inutiles, pour économiser les vivres, se produisent. La guerre de 100 ans donne de bons exemples, comme à Calais en 1346, où près de 6000 personnes sont expulsées. Réduire la population à l'indigence est souvent une stratégie gagnante. En 1628, lors du grand siège de La Rochelle, place protestante qui défiait Louis XIII, Richelieu mit en place un blocus titanesque, avec sur mer la construction d'une digue empêchant tout ravitaillement des alliés anglais, et sur terre, une ligne de bastions et de redoutes. Les Rochelais, sans aide extérieure, vont subir les affres de la faim, mangeant chats, chiens, rats, puis en se rabattant sur des lanières de cuir bouilli, avant de capituler. Durant la Seconde Guerre mondiale, le siège de Leningrad, qui dura 900 jours, entraîne la mort d'1,8 million de soviétiques, majoritairement de faim. 2000 personnes sont exécutées pour cannibalisme, autre trait tragique des sièges qui s'éternisent. Au contraire, une ville constamment approvisionnée peut tenir des mois, voire des années. Le siège le plus long de l'histoire, celui de Candie, en Crète, opposant les assiégés vénitiens contre les Ottomans, va durer 21 ans, grâce à un approvisionnement maritime efficace. Tout est bon afin d'obtenir la reddition d'une ville. Au blocus s'ajoutent les empoisonnements des sources d'eau potable, dès les Grecs avec des cadavres d'animaux, jusqu'à la guerre de sécession, lors du siège de Vicksburg en 1863. Ce que l'on pourrait nommer une guerre bactériologique passe aussi par la propagation de maladies chez les assiégés. L'exemple le plus connu concerne le siège de Kaffa, où l'armée mongole envoie des cadavres de pestiférés au-dessus des murailles. Ce serait la source de la peste que les marchands génois qui s'échapperont, désormais contaminés, auraient transmis au reste de l'Europe. Les assiégeants cherchent par tous les moyens à déstabiliser la population à l'intérieur de la ville. Tout d'abord, ils encouragent la désertion, à l'aide de crieurs au pied des murailles qui promettent des récompenses aux déserteurs. Ces discours toxiques cherchent à entamer le moral des défenseurs et provoquer des troubles internes. En moins 404 à Syracuse, Denis l'Ancien est abandonné par ses mercenaires à qui les Carthaginois ont promis la citoyenneté. Ces fuyards sont précieux pour fournir des informations sur l'atmosphère qui règne dans la cité assiégée, mais également sur des possibles failles défensives. Parfois, on renvoie les prisonniers dans la ville, afin de créer une atmosphère de suspicion, de convaincre des bonnes intentions des assaillants, ou de diviser les citoyens. Une révolte ou une sédition fragilise les assiégés, et peut permettre une reddition. Les conditions de capitulation d'une place sont souvent négociées entre les parties, afin notamment de préserver la vie des civils. La reddition est l'issue majoritaire de la guerre de siège, en cas de blocus efficace notamment, la population n'ayant pas d'autre choix que de se rendre. La ville peut être évacuée sans effusion de sang, si les parties tombent d'accord. Mais l'accord n'est pas toujours respecté, et un massacre peut suivre une promesse mensongère. Les hordes mongoles au XIIIe siècle étaient coutumières du fait. Alors devant l'exceptionnalité de la situation, les comportements changent et les libertés se trouvent encadrées par le pouvoir. C'est l'état de siège, dont la trace historique est encore présente dans la Constitution de la Ve République, avec son article 36. Cela passe le plus souvent par une restriction des libertés publiques, surveillance accrue, justice expéditive, emprisonnement préventif, travail obligatoire, réquisition ou enrôlement des civils dans l'armée font partie des mesures souvent appliquées. On maintient le calme en organisant le rationnement, afin d'éviter le marché noir. On impose le couvre-feu, surveille les habitants. L'objectif est d'éviter toute explosion sociale et surtout, toute trahison. Car de nombreux sièges se sont terminés suite à une trahison. Appât du gain, lassitude, dissension interne, choix politique ou tout simplement volonté d'échapper à une mort certaine, poussent les assiégés à trahir. Information sur une voie d'entrée cachée, ouverture des portes de la ville à l'ennemi, sabotage des défenses, ou tout simplement trahison du général chargé de cette défense, comme Bazaine, capitulant à Metz en 1870, qui rend pièces d'artillerie et hommes à une armée prussienne qui n'en demandait pas tant. La question de la communication entre le traître dans la ville et l'armée à l'extérieur est essentielle pour la réussite de l'opération. Utilisation des canaux, flèches avec un message tiré à un endroit précis, crières de messages codés, permettent de déterminer un signal pour lancer la trahison. Du côté des assiégeants, par essence composés de militaires, les questions de discipline sont liées à la lassitude et à la peur qui peut régner sur le camp. Souvent en territoire ennemi, l'arrivée de possibles troupes de secours, voire d'armées pour les assiégés,
oblige à une surveillance constante de l'environnement. La question du ravitaillement, dans le cas d'une campagne éloignée du territoire d'origine, s'avère essentielle et passe souvent par la diplomatie. Mais il y a des contre-exemples. Les croisés pillent et ravagent les alentours d'Antioche, pendant un siège éreintant de la première croisade. Afin de maintenir le moral au plus haut, certains généraux n'hésitent pas à aménager leur camp de manière surprenante. L'un des unificateurs du Japon, Hideyoshi Toyotomi, va mener le siège le moins conventionnel de l'histoire des samouraïs. Il fait venir concubines, prostituées, musiciens et troubadours pour divertir ses troupes durant le siège d'Odawara en 1590, qui lui sera au final victorieux. Que la porte soit ouverte grâce à une trahison ou une ruse, ou qu'une brèche soit percée, les assiégeants lancent alors l'assaut pour investir la ville. Deux grands types de réactions secouent alors les assiégés. Premièrement, la résistance. Elle est souvent acharnée, dans l'espoir de repousser les adversaires ou d'être secourue par une armée, et peut vite tourner à la guérilla urbaine. Il faut avancer maison par maison, comme à Saragosse en 1809, où des combats terrifiants opposent Espagnols et troupes napoléoniennes, pour chaque mètre carré. L'autre réaction est la panique. Les assiégés fuient, soit de manière collective et organisée, soit de manière désordonnée et anarchique. Souvent, ils se réfugient dans les temples et les églises, espérant être protégés par le caractère sacré du lieu. Cela n'empêche pas des massacres. L'exemple le plus célèbre se déroule en 1209, lors du siège de Béziers, épisode de la croisade des Albigeois, où Arnaud Amaury, chef de la croisade, aurait prononcé une célèbre phrase pour justifier l'exécution de 7000 personnes dans les églises. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». En pénétrant dans Jérusalem après un périple de plus de 3 ans, les croisés francs vont massacrer toute vie qu'ils rencontrent, sans distinction, et même les chrétiens de la ville. L'issue peut aller encore plus loin, jusqu'à la destruction totale de la ville. La cité de Carthage, recouverte de sel par Rome selon la légende, ébranla le monde antique, mais inspira d'autres destructions semblables. Au cas où les survivants sont autorisés à partir, des difficultés nouvelles se posent pour les exilés. Des mouvements de population se lancent, et la chute d'une ville participe souvent à l'essor d'une autre. Mais il y a des routes plus cruelles. Les Aztèques, réduits à l'indigence par Cortés, frappés par les maladies et harcelés par d'autres tribus, ne survivront pas au chemin de l'exil. Les vaincus peuvent être réduits en esclavage, revendus immédiatement ou rachetés sur le champ. Mehmed II libère de cette façon 50 000 Byzantins lors de la prise de Constantinople, affichant clairement sa volonté d'assimilation des peuples conquis. En cas de réussite, la victoire est totale et définitive. La vie reprend alors son cours, avec d'autres gouvernants et d'autres structures. Brassage de population et de culture peuvent lancer une nouvelle période, ou provoquer de nouveaux troubles. Même si aujourd'hui le concept de siège semble dépassé, tant les moyens militaires sont destructeurs, il peut encore participer à une tactique d'affaiblissement d'une place. Hitler utilisa cette stratégie à Leningrad, et le dernier grand siège de l'histoire, à Sarajevo dans les années 90, en est le dernier acte. Les sièges militaires peuvent donc s'analyser sous plusieurs facettes. Aux aspects purement tactiques et scientifiques, froids et matériels, se couple constamment une dimension plus abstraite, liée au comportement en cas de crise. Des mécanismes humains s'actionnent dans des circonstances exceptionnelles, marquées par l'enfermement, la peur, la menace, la faim ou la tentation de se révolter ou de trahir. Les traits communs qui parcourent tous ces lieux et toutes ces périodes de l'histoire permettent de saisir quelques attitudes et réflexes universels. Voilà, j'espère que ce panorama, loin d'être exhaustif sur les sièges, vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager si c'est le cas. Petite précision concernant la sortie du livre, que je vous avais annoncé lors de la dernière vidéo, elle a été décalée de 2 mois à cause du coronavirus, donc désolé pour ceux qui l'avaient précommandé, mais il va sortir le 28 mai. Vous trouverez les liens dans la description. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee et Utip. Encore merci d'avoir visionné, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.